Ça aurait pu être pire, non? Je veux dire, quand le président Trump s'est présenté à Davos hier pour commencer son discours. On craint qu'il fasse quelque chose d'extrême comme dissoudre l'OTAN ou annoncer que Deltavor se rend déjà au Groenland pour enlever le Premier ministre. Eh bien, laissez-moi plaisanter un peu, d'accord? Les alliés de l'Amérique se sont réveillés hier en redoutant le pire. Au lieu de cela, ils ont eu un discours qui était toujours mauvais, mais pas assez mauvais pour provoquer une crise transatlantique. Le fait marquant fut que Donald Trump a exclu l'annexion du Groenland par la force, promettant de ne pas attaquer un allié, ce qui a été vu comme positif. Cela montre à quel point cette époque est déjà folle. Le discours a exclu l'option militaire et les menaces de tarifs ont vite été abandonnées, mais le problème de fond demeure. Toute la semaine, la nation la plus puissante de l'OTAN a agi en tyran, non en allié, déchirant des accords commerciaux sans préavis. Une action militaire a été impulsivement menacée, les alliés humiliés publiquement. Pour les partisans de Trump, c'est son comportement habituel. Ils ont dit de prendre le président au sérieux, mais pas littéralement. Les menaces et la politique du bord du gouffre relèvent de beaucoup de la négociation. Mais ce qui peut fonctionner dans l'immobilier ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner en géopolitique. Même si la crise du Groenland a été désamorcée, ces derniers jours ont été catastrophiques pour l'Occident et pourraient en signifier la fin de l'OTAN. La demande impossible. Nous n'avons rien demandé, rien obtenu et n'aurons sans doute rien. À moins que je décide d'utiliser une force excessive et la manière forte, nous serions franchement inarrêtables, mais je ne le ferai pas. Avec cette citation apparemment involontaire de Meat Loaf, le président Donald Trump a déclenché le relâchement de 1000 sphincters il y a à peine quelques instants. Les personnes présentes à Davos se demandaient nerveusement si le dirigeant américain allait créer un moment historique. Cela aurait peut-être égalé la délégation japonaise, quittant précipitamment la Société des Nations en 1933. Au lieu de cela, Trump a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a captivé son public comme un vétéran de la télé-réalité. Il a renoncé à menacer d'employer la force au moment clé de la crise, déclarant « Maintenant, tout le monde dit que c'est bien. C'est sans doute ma déclaration la plus importante. Parce que les gens pensaient que j'allais utiliser la force, mais je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force, je n'utiliserai pas la force. » Pour les Européens qui craignaient une rupture définitive de la relation transatlantique, c'était un peu comme monter sur l'échafaud pour que le bourreau déclare soudain « Swak ». Si la réaction immédiate à Copenhague et Bruxelles fut sans doute un soulagement, le discours d'hier suscitait encore bien des inquiétudes. L'influenceur groenlandais Orla Jolson a relayé les instructions officielles du gouvernement sur la préparation à une invasion. Le Financial Times a évoqué l'anxiété à Reykjavik après que Donald Trump ait suggéré que les États-Unis voulaient annexer l'Islande. Et le rédacteur en chef de la rubrique défense de The Economist, Shashak Joshi, a résumé la situation dans un post sur X déclarant « Le discours n'était pas aussi mauvais que prévu, mais il n'était pas bon. Même sans recourir à la force, une demande de négociation immédiate sur l'acquisition subsistait. Une menace à retenir si l'Europe refusait, et il a répété qu'il ne défendrait pas un territoire qui ne lui appartient pas, ce qui inquiète les alliés. » Fin de citation maintenant, parce que nous vivons dans la chronologie BIF. Ceci a été vu comme un avertissement. Même si Davos a évité une explosion de Donald Trump contre l'Europe, ce n'était pas un moment géopolitique ordinaire. En fait, malgré le fait que le président ait renoncé à utiliser la force ou à imposer des tarifs concernant le Groenland, cela reste la crise la plus grave de l'histoire de l'OTAN. Pour ceux qui reviennent tout juste à l'actualité après une résolution du Nouvel An mal avisée de surveiller leur tension artérielle, voici un rapide récapitulatif de la situation depuis la capture de Maduro en janvier. Troisièmement, rappelez-vous que c'est déjà sorti du cycle de l'actualité. Trump a accéléré ses plans avant les élections de mi-mandat cette année, ce qui pourrait le rendre politiquement impuissant. Le principal projet est d'acheter ou d'annexer le Groenland pour le transférer aux États-Unis. Bien que le Groenland ne soit plus dans l'Union européenne, il appartient toujours au Danemark. Région très autonome, elle souhaite, selon les sondages, devenir indépendante, mais reste pour l'instant sous la protection de Copenhague et de l'OTAN. Cela signifie que les allusions de Donald Trump à l'utilisation de la force militaire ou économique contre le Groenland avaient fait planer le spectre du plus grand et du plus puissant membre de l'Alliance, attaquant et démantelant un partenaire plus petit. Selon le Wall Street Journal, une possible action militaire a fait de l'allié principal de l'Europe depuis plus de 70 ans l'une de ses menaces les plus urgentes.
Même si les alliés de Donald Trump qualifient cela de bluff ou de paroles non littérales, ces propos ont incontestablement semé la panique. Au Groenland, la majorité des 6000 habitants ne veulent pas devenir américains. Avant le discours de Donald Trump à Davos, le Premier ministre Jens Frederik Nielsen a écrit sur Facebook « Cette situation nous affecte tous émotionnellement. Si l'incertitude vous pèse, je rappelle l'existence de Tusanga, une ligne d'assistance en santé mentale pour parler à quelqu'un. Nul ne devrait affronter ses inquiétudes seul dans cette grave situation nationale, et nous tenons à le rappeler, même si vous pensez que Donald Trump négociait simplement. Ces menaces ont causé une forte anxiété et une grande souffrance émotionnelle chez les Groenlandais, contraints de vivre plus d'une semaine sous la menace d'une invasion militaire. Nuuk n'est pas la seule inquiétude. Avant et pendant son discours, Donald Trump et ses conseillers ont suggéré que les États-Unis cesseraient de prendre d'aider Kyiv si l'Europe ne cédait pas. Groenland, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a menacé. Les dirigeants européens finiront par accepter sur le Groenland. Que deviendrait l'Ukraine si les États-Unis cessaient leur soutien? Tout s'effondrerait. » Fin de citation. Et il y a aussi l'inquiétude à Reykjavik. Les propos de Trump sur l'achat de l'Islande à Davos, apparemment confus, faisaient suite à la blague de Billy Long, candidat ambassadeur à Reykjavik, affirmant que l'Islande deviendrait le 52e État et qu'il en serait gouverneur. Une blague qui a eu autant de succès dans le pays qu'un plat de requin fermenté à la Maison Blanche. Mais si ce sont le Groenland, l'Ukraine et l'Islande qui ont ressenti la pression la plus immédiate, la semaine dernière a également été difficile pour d'autres alliés des États-Unis. Après l'envoi de troupes au Groenland par 8 nations européennes, dont la Norvège et la Grande-Bretagne, Donald Trump a menacé de leur imposer des tarifs douaniers. Sur les réseaux sociaux, il a partagé des messages privés de Francis-Emmanuel Macron. Le Premier ministre de Norvège, Jonas Gahr Støre, a quant à lui reçu la menace suivante : « Cher Jonas, étant donné que votre pays a décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix pour avoir arrêté 8 guerres, plus ou moins. Je ne ressens plus l'obligation de ne penser qu'à la paix. » Comme de nombreux médias l'ont souligné, l'attribution du prix Nobel de la paix ne relève pas du gouvernement norvégien. Ce ne sont pas les détails qui comptent, mais ce comportement a cristallisé ce que beaucoup à l'OTAN tentèrent d'ignorer. La politique étrangère des États-Unis n'est plus dictée par les traités et les accords internationaux. Elle n'est plus dictée par le Congrès, elle n'est même plus dictée par ce qui est bon pour l'Amérique. Les États-Unis bénéficiaient déjà d'un accès militaire illimité au Groenland, pouvant y construire des bases et y stationner autant de troupes qu'ils voulaient. La politique américaine actuelle dépend totalement des humeurs imprévisibles d'un homme connu pour ses volte-face. Cela rend les relations avec l'Amérique impossibles. Non pas que tout commerce ou coopération entre les États-Unis et l'Europe s'arrête demain, mais aucun pays ne peut désormais fonder son avenir sur une alliance avec Washington. Si nul ne sait si Donald Trump réagira militairement ou non à une attaque russe contre la Lituanie, la dissuasion de l'OTAN disparaît, selon le Wall Street Journal. Citation. « Un sentiment se répand en Europe que l'amitié historiquement unique connue sous le nom d'Occident ne sera plus jamais la même. La grande question est, qu'est-ce qui va la remplacer ? Avant de continuer, un mot de notre sponsor Luc, tu ne survivras probablement pas à l'apocalypse. Oh d'accord, merci, vraiment, je me sens bien aujourd'hui. Mais si tu y survivais, ce serait grâce à ce livre. Il s'appelle Le guide de survie illustré des 4, et ce n'est pas comme tout ce que tu as déjà vu. En fait, je sais ce que dit mon exemplaire, c'est censé dire que ce n'est rien de ce que j'ai déjà vu. Mais c'est un mensonge. J'ai déjà d'autres livres de ta maison d'édition, tous excellents. J'espère que c'est bon. Ne me fais pas recommencer. J'aime surtout que ce ne soit pas juste un scénario d'apocalypse banal. Le livre présente 4 scénarios d'apocalypse. Pandémie, invasion de zombies, hiver nucléaire et réchauffement climatique. Chaque chapitre est en gros son propre manuel de survie, montrant comment tu t'adapterais réellement et survivrais, selon la version de la fin du monde à laquelle tu fais face. Tu as tellement d'options, chacune avec son propre auteur, illustrateur et style. C'est un ouvrage de 400 pages. Regarde comme il est épais, un vrai monstre, rempli d'illustrations faites main, de conseils de survie utiles et d'un ton proche de Mad Max. Et est-ce que je devrais rire de ce projet né sur Kickstarter, soutenu par des milliers de personnes et d'une manière ou d'une autre à la fois hilarant et pratique? C'est le seul guide de survie qui te donnera vraiment envie de voir, si tu pouvais le faire. Je vais te montrer ça.
Tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page et il y aura de superbes illustrations, des images, des informations et tout ça. En fait, je l'ai reçu seulement ce matin. Un homme se brosse les dents avec un bâton. Je ne sais pas si j'aimerais survivre à l'apocalypse, si c'est ce que je dois faire, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment génial. Je l'ai reçu ce matin, donc je n'ai pas encore eu le temps de bien le voir. Mais franchement, ça va être super, c'est exactement ce que j'adore. Si on m'offrait ça à Noël, je serais ravi. Si tu aimes le chaos, l'art ou juste feuilleter un truc cool pendant que tout part en vrille, c'est ce qu'il te faut. Utilise le code WARFRONTS4Book, Warfront le chiffre 4 book, dans la description au lien ci-dessous. N'attends juste pas les sirènes. C'est une conclusion kitsch, mais je l'aime bien. Va chercher ça, d'accord, c'est fantastique. Rend le grand jeu à nouveau grandiose. Nombreux dirigeants européens ont été humiliés par Donald Trump récemment, mais aucun n'a été autant embarrassé. Comme Keir Starmer, le Premier ministre britannique avait la réputation d'être un grand flatteur du président. Pas tout à fait comme Maruta qui appelait Trump papa, mais il faisait tout pour flatter le président, avec des visites d'État et une attitude encore plus servile que celle qu'il affiche devant le roi de Grande-Bretagne. Au début, cela a semblé fonctionner. Le Royaume-Uni a subi des droits de douane l'an dernier, mais moins élevés que les 15% imposés à l'Union européenne. Keir Starmer a reçu le soutien de Donald Trump pour sa politique controversée visant à restituer les îles Chagos à Maurice dans l'océan Indien. Les îles Chagos illustrent les vestiges insolites de l'ancien empire britannique, rappelant l'époque où la Grande-Bretagne dominait les mers. De plus, l'archipel comprend Diego Garcia, qui héberge une importante base aérienne américaine. Co-gérée avec le Royaume-Uni, la base permet à l'Amérique d'étendre son influence en Afrique et au Moyen-Orient. Pour des raisons complexes, la Grande-Bretagne a accepté de céder la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice, que l'on pourrait qualifier de la Chine. Curieux, la base aérienne de Diego Garcia est louée à la Grande-Bretagne pour 99 ans. La plupart des analystes, y compris cette chaîne, jugeaient cet accord très stupide stratégiquement, sauf Donald Trump. Il y a 9 mois, le président disait à Starmer qu'il préférait votre pays à l'accord et avait, je cite, un pressentiment. Tout allait bien jusqu'à la crise du Groenland. Donald Trump a menacé la Grande-Bretagne de 10% de droits de douane supplémentaires et qualifié l'accord sur les îles Chagos de grande stupidité. L'essentiel n'est pas de savoir si Donald Trump a raison, mais qu'il a changé d'avis sur un sujet crucial pour notre sécurité et celle du Royaume-Uni. Simplement parce que Keir Starmer a offert une faible réprimande face à ses menaces d'annexer le Groenland, dans un monde où Keir Starmer garde le silence sur le Groenland. Donald Trump vante toujours son accord sur les îles Chagos et ne menace pas d'augmenter les tarifs contre le Royaume-Uni. C'est essentiel car au final, les accords commerciaux et traités militaires ne sont que des papiers. Ils tirent leur pouvoir du fait que le monde croit que les deux parties vont les respecter. Le comportement récent de Donald Trump remet tout cela en question, pas seulement pour les accords commerciaux, mais pour tout. Et cela inclut la clause de sécurité collective de l'OTAN, connue sous le nom d'article 5, voici encore Shashank Joshi. Les garanties de sécurité reposent sur la confiance et ne se réduisent pas à de simples transactions. Donald Trump ne peut pas exiger le Groenland en échange de la défense de l'OTAN. Il peut dire « Si vous ne me le donnez pas, je ne pourrai pas respecter l'article 5 ». Cela suppose que les Européens pensent qu'il respectera l'article 5 s'ils le lui donnent. Cela devenait de moins en moins crédible. La confiance a encore baissé avec les menaces militaires, le chantage et les tarifs douaniers. Mais un Anschluss sous la menace des armes. Si cela devait arriver, cela la diminuerait encore plus. La dépendance de l'Europe à la sécurité américaine n'a d'importance que dans la mesure où cette sécurité est perçue comme existante. Fin de citation, ou comme le dit le politologue bulgare Ivan Krastev, si l'engagement américain envers les alliés européens n'est pas réel, aucun traité ne vous défendra. Pour quitter le discours politique et la théorie des jeux, il menace un allié de l'OTAN puis remet en cause l'engagement américain envers l'Alliance. Dans son discours à Davos, Trump a affaibli l'effet de l'article 5. L'OTAN fonctionne seulement si Poutine et Xi Jinping craignent qu'un tir en Estonie ou en Alaska déclenche l'intervention de 3 puissances nucléaires. Outre les vastes armées des États-Unis, de la Pologne et de la Turquie, d'importantes sanctions économiques les frapperaient aussi. Au moment où cela est remis en question, la crédibilité de la menace s'évapore.
L'article 5 devient aussi inutile que la feuille que Chamberlain brandit en 1938, affirmant garantir la paix entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le fait que Trump ait renoncé à utiliser la force pour prendre le Groenland ne change rien au fond. Moscou, Pékin, Téhéran, Pyongyang et d'autres en sont maintenant pleinement conscients. L'engagement de l'Amérique envers l'Europe, sans parler du Canada et de la Turquie, dépend entièrement de l'humeur de Trump. À son réveil, le plus triste est que le Canada, l'Europe et les alliés de l'Amérique en sont maintenant conscients. L'une des raisons pour lesquelles l'alliance de l'OTAN est devenue la pierre angulaire de l'Occident, c'est parce que tout le monde lui faisait confiance. Une plainte favorite de la droite américaine ces derniers temps concerne les profiteurs de l'OTAN. Et écoutez, on comprend. Vous. Consultez nos archives. Nous critiquons souvent l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Canada et d'autres pour leur insuffisance de dépenses en défense. Le refus de plusieurs nations d'atteindre l'objectif des 2% était honteux, et nous le disons depuis des années. Des années. On oublie souvent combien les États-Unis ont profité de cette confiance. Les Européens ont servi honorablement en Afghanistan et en Irak, certains pays comme le Danemark ayant des pertes par habitant comparables aux États-Unis. Les nations européennes ont acheté des armes et des produits fabriqués aux États-Unis et ont restreint les investissements chinois lorsque Washington l'a exigé. Des bases américaines comme Ramstein en Allemagne permettent aux États-Unis de projeter leur puissance à travers de vastes régions du monde. En 2023, War on the Rocks a souligné que l'Europe était devenue volontairement la vassale de l'Amérique. La deuxième économie mondiale, plus grande que la Chine en produit intérieur brut nominal, réduite au rôle de subordonnée de l'oncle Sam. Avant de couvrir l'actualité, nous proposions du contenu historique sur cette chaîne. Alors croyez-nous quand nous disons que la deuxième plus grande bête de la jungle, qui s'incline joyeusement devant le chef sans se battre, ce n'est pas normal. L'Amérique payait sans doute trop cher la sécurité de l'Europe, mais obtenait en retour un rival neutralisé, un géant économique réduit à un caniche obéissant. Tout cela est parti en fumée dans le chaos de la semaine dernière. Le Premier ministre belge Bart de Viva a dit tout haut ce que beaucoup pensaient en texte tout bas lorsqu'il a noté « Vivre comme un vassal heureux est une chose, exister comme un esclave misérable en est une autre ». Et même si nous avons déjà critiqué de Viva pour sa position sur l'Ukraine, ses commentaires ont certainement touché un point sensible de ce côté-ci de l'Atlantique, parce que la crise du Groenland dépasse le cadre de l'OTAN. Si les États-Unis peuvent modifier leur position sur la sécurité selon la volonté d'un seul homme, cela concerne plus que l'Europe. Les planificateurs militaires du Japon, de Corée du Sud, des Philippines, d'Australie, de Taïwan et d'Israël préparent désormais des plans face à un allié imprévisible. Cela nous conduit à la grande question. Si la crise du Groenland bouleverse l'ordre mondial, que va-t-il arriver ensuite ? Catastrophes imminentes ? Imaginez que nous sommes le 1er décembre 2019 et que vous êtes Xi Jinping à Pékin en pyjama Winnie l'ourson. En rédigeant vos souhaits pour la prochaine décennie, ceux-ci figureraient sans doute en tête de liste. Le monde voit désormais l'Amérique comme une menace et préfère la Chine séduisante et douce. Quel que soit le talisman magique de Xi, ses souhaits semblent se réaliser. Dans Politico, le directeur et cofondateur du Conseil européen des relations étrangères l'a noté. La plus grande conséquence à long terme de la première année de mandat de Trump est la fréquence à laquelle il a éloigné les gens des États-Unis et rapproché de la Chine. Les sondages révèlent qu'une majorité dans le Sud global, dont le Brésil, l'Afrique du Sud et la Turquie, voit Pékin comme meilleur allié que Washington. Hors du Sud global, les nouvelles restent peu réjouissantes. Un sondage du 16 janvier montre que de nombreux Canadiens voient que l'Amérique aussi négativement que la Chine. Le pourcentage de Britanniques voyant l'Amérique comme un bon allié a chuté. Cela ne signifie pas que les autres membres de l'OTAN vont se rapprocher de Pékin, même si Mark Carney du Canada a récemment rencontré Xi Jinping et signé des accords. La Chine ne cherche pas à devenir l'allié d'Ottawa ou Bruxelles, et Europe et Canada ne font pas assez confiance à Pékin pour remplacer une superpuissance imprévisible par une autre. Au lieu de cela, ce que nous verrons probablement, c'est une tendance générale des nations non alignées à se rapprocher de la Chine. Pendant ce temps, le reste de l'OTAN cherche un moyen de rester pertinent dans un monde hostile. Dans son discours à Davos, Mark Carney a évoqué une alliance de puissance moyenne, semblable au bloc non aligné de la guerre froide. Négocier seul face à un hégémon nous place en faiblesse. Nous acceptons leurs conditions et cherchons à être les plus accommodants. Ce n'est pas la souveraineté, c'est la mise en scène de la souveraineté, tout en acceptant la subordination. Dans un monde de rivalité entre grandes puissances, les pays intermédiaires ont le choix, rivaliser entre eux pour obtenir des faveurs ou s'unir pour créer une troisième voie qui ait de l'impact. Fin de citation. Il reste à voir si c'est réaliste.
Unir les puissances moyennes pour négocier ensemble est difficile. Rien ne renforce autant la détermination que les menaces. Pour l'Europe, il faut être ferme ou risquer le démantèlement. Une version antérieure de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui a été divulguée à la presse et initialement rapportée par Défense. L'une d'elles proposait que les États-Unis tentent de faire quitter l'Union européenne à la Pologne, l'Italie et la Hongrie. Bien que ce passage ait été absent de la version finale, cela suggère que certains éléments de l'administration actuelle ne souhaitent rien de plus que de diviser l'Europe. Car si une Europe unie est un lion ignorant sa force, une Europe de 27 petits États n'est plus qu'un simple groupe de lutins. Dans un message sur X, l'ex-ministre lituanien Gabrielis Landsbergis a écrit sur l'Europe « Non nelesmo prondode antunrona » nous savons que nous sommes coincés, nos amis et ennemis aussi. Ainsi, la pression sur l'Europe ne baissera pas tant que nous n'en serons pas conscients. Le respect se gagne, il ne se demande pas. Or, en Europe, le mérité semble impliquer réunion et lettres fermes. Cela pourrait bientôt changer, selon l'expert français Jérémy Guillon au Wall Street Journal. Les Européens ont aussi leur fierté et n'aiment pas voir leur pays se faire bousculer. Les gens sentent que l'humiliation et la vassalisation deviennent inacceptables. Fin de citation. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore répercuté au niveau des dirigeants européens. Mais les sondages, ainsi que notre expérience vécue en tant qu'Européens, suggèrent qu'une part croissante du public souhaite prendre position pour retrouver notre fierté. Et peut-être même redécouvrir la puissance dure. Est-ce possible ? Peut-être pas. Nos dirigeants ont élevé le manque de courage au rang d'art. Mais l'administration devrait se rappeler qu'il n'y a pas de meilleur moyen de pousser quelqu'un à agir que de lui faire sentir qu'il est méprisé. C'est bien le mépris perçu des libéraux américains, après tout, qui a alimenté tout le mouvement de Trump. Le piège de Make America Great Again réveillera-t-il enfin l'Europe ? Quant aux États-Unis, s'ils poursuivent cette voie erratique, difficile de prévoir les conséquences. Les partisans de l'impérialisme de Trump citent souvent Kissinger sur les réseaux sociaux. L'Amérique n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents, seulement des intérêts. Ils oublient que cela marche dans les deux sens. Si vous continuez à malmener vos amis, à les humilier et à vous moquer de leurs faiblesses, ne soyez pas surpris s'ils décident de ne plus être vos amis. Comme l'a dit Mark Carney à Davos, les hégémons ne peuvent pas continuellement monétiser leurs relations. Les alliés vont se diversifier pour se protéger contre l'incertitude. Ils prendront des assurances, augmenteront leurs options afin de reconstruire leur souveraineté. Une souveraineté qui était autrefois fondée sur des règles, mais qui sera de plus en plus ancrée dans la capacité à résister à la pression. Fin de citation. La crise du Groenland était finie pour l'instant, mais ses conséquences pour l'OTAN, l'Europe et l'Amérique pourraient être irréparables. Une alliance transatlantique affaiblie, alors que la Chine s'impose, risque de rendre notre avenir plus difficile, restreint et pauvre. Merci de nous avoir suivis.